Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Merci d'être là pour cette conférence plénière de Patrimonia 2020. Je m'appelle Vincent Touraine, je suis journaliste économique et financier et je vais avoir le plaisir d'animer donc cette table ronde intitulée « Comment faire évoluer l'offre de conseil face à l'émergence des nouveaux risques ». Alors on va être ensemble pendant 1 heure et ces nouveaux risques, vous les connaissez. La pandémie de Covid-19, bien entendu, le changement climatique, les inégalités sociales notamment. On va voir quelles leçons on peut déjà tirer de la crise sanitaire que l'on traverse, examiner d'une façon plus générale à quels grands risques nous allons être confrontés dans les mois, les années qui viennent, et comment les prévenir, parce que mieux comprendre, anticiper ces risques, cela peut vous aider, vous les professionnels du patrimoine, à mieux conseiller vos clients. Alors le débat proprement dit, avec nos 2 + 3, 5 intervenants, va durer 3 quarts d'heure environ. Et puis on gardera un bon quart d'heure à la fin, 10 minutes, un quart d'heure pour répondre à vos questions. Vous avez vu la procédure là-haut, elle était là-haut tout à l'heure, parce que vous pouvez poser toutes vos questions, bien entendu, via le site, via l'application de Patrimonia, que vous soyez ici en présentiel ou que vous nous regardiez via le site internet de Patrimonia. C'est important pour nous ces questions, puisque ça nous permet de rendre cette présentation la plus interactive possible. Sans plus tarder, je vous présente nos 2 premiers intervenants. Philippe Douste-Blazy, médecin cardiologue, ancien ministre de la Santé et ancien ministre des Affaires étrangères, et Marianne Vincent, directrice du développement du cabinet Carbone 4 Finance. Vous pouvez les applaudir d'ailleurs, n'hésitez pas. Bonjour à vous deux, merci d'être avec nous. Alors, avec vous deux, on va poser les bases du débat pendant à peu près une vingtaine de minutes. Et puis 3 autres intervenants, des praticiens de la, pas facile à dire, de la gestion de patrimoine, vont venir nous rejoindre sur scène pour aller dans le concret des choses concernant la prise en compte justement de ces risques dont nous allons parler pour conseiller leurs clients. Il s'agira de Jean-Pierre Grimaud du groupe OFI, Pascal Bossan de Bossan Conseil et Éric Borias de Axine Finance. Mais avant cela, donc, Marianne Vincent, Philippe Douste-Blazy. Alors, un petit mot de présentation sur chacun d'entre vous. Philippe Douste-Blazy, on vous connaît comme ministre de la Santé, vous l'avez été 2 fois. Mais je crois que vous préférez être présenté comme médecin cardiologue. Oui, moi je suis médecin, voilà, je suis là pour ça. Avant tout. Ouais. Mais encore, que faites-vous actuellement? Vous avez eu un mandat à l'ONU récemment? Non, moi j'étais secrétaire général adjoint des Nations Unies pendant 9 ans, après avoir fait la politique nationale. Et aujourd'hui, j'ai créé un fonds, un 2e fonds aux Nations Unies pour lutter contre la maladie la plus fréquente au monde et la moins connue. C'est une maladie qui touche les femmes enceintes les plus pauvres au monde, qui ne peuvent pas manger de vitamine B, légumes, fruits, ni de protéines, poissons, viande, pendant leur grossesse. Et leurs enfants ont 30% de quotient intellectuel en moins. Et ça touche plus de 200 millions d'enfants de moins de 5 ans dans le monde. Voilà. Ça concerne aussi les pays occidentaux? Alors ça concerne toutes les femmes enceintes très pauvres. Ce qui veut dire que malheureusement à Los Angeles, il y a quand même 10% de femmes comme ça. Sinon, bien évidemment, c'est 45% des enfants d'Afrique subsaharienne et 45% des enfants d'Inde, ce qui est un sujet géopolitique considérable, parce que, bien évidemment, si vous avez la moitié d'une classe d'âge qui ne comprend pas ce que dit le professeur à l'école, vous ne pouvez pas avoir d'élite, donc vous avez un pays qui reste dans la pauvreté, une sorte de cercle vicieux de la pauvreté. Ça nous permettra de parler avec vous non seulement de la crise sanitaire, mais aussi des inégalités sociales. Marianne Vincent, bonjour. Carbone 4 Finance. Alors quand on voit Carbone 4, on pense tout de suite à votre fondateur, Jean-Marc Jancovici. Vous travaillez à Carbone 4 Finance. Quelle différence par rapport à Carbone 4? Alors Carbone 4 Finance, c'est la petite sœur effectivement du cabinet de conseil Carbone 4, qui a été créé par Jean-Marc Jancovici et Alain Grandjean, les 2 figures du climat en France. En tout cas, le cabinet de conseil a accompagné les grands acteurs économiques pendant plus de 10 ans sur calculer leur empreinte carbone, les bilans carbone, les stratégies de décarbonation, l'adaptation au changement climatique. Et en fait, toute cette expertise climat, on a voulu la mettre dans une base de données climat, justement pour que tous les acteurs financiers puissent calculer l'impact climat de leur portefeuille et choisir de manière éclairée les bonnes entreprises à financer.
Donc on a créé Carbon for Finance en 2016. Et voilà, nos clients, c'est des sociétés de gestion, des assureurs, des banques, et on les aide, on les accompagne sur leur stratégie d'investissement. Vous nous expliquerez ça un petit peu plus en détail dans le courant de cette table ronde. Philippe Douste-Blazy, on commence avec vous et le risque sanitaire. Vous prenez régulièrement position depuis le début de cette crise sanitaire, on vous voit sur les plateaux de télévision. Comment auriez-vous géré cette crise sanitaire si vous aviez été ministre de la Santé là, maintenant ? Alors le vrai sujet de la crise sanitaire en France, c'est qu'on n'était pas prêt. Voilà. Donc la question, c'est pas trop de savoir ce qu'on fait lorsque la crise arrive, c'est qu'est-ce qu'on fait pour éviter que la crise arrive. Donc malheureusement, nous étions le premier pays au monde prêt pour une crise, une pandémie virale. En 2004, le gouvernement français a mis en place une sorte de rapport de 70 pages. À votre initiative ? Oui, peu importe que ce soit moi ou pas, mais voilà, tout était écrit. Et donc, le secrétariat du gouvernement avait 70 pages en disant si le virus arrive par là, voilà ce qu'on fait, voilà les frontières que l'on ferme, voilà les avions qu'on empêche de venir. Nous allons réquisitionner les industries textiles pour faire des masques. Enfin, nous étions la première administration au monde à avoir organisé cela. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de savoir comment cette administration, qui a été capable d'être la première au monde à écrire ça, ensuite a été capable d'oublier... L'une des moins capables d'oublier cela. D'y faire face. Et donc, c'est ça le sujet. Mais de manière peut-être plus large, ce qui est intéressant, c'est que les chefs d'État et de gouvernement des pays les plus riches ont totalement oublié une chose, c'est que la santé, c'était stratégique et c'était régalien. Donc tout le monde, quand vous rentrez au gouvernement, le rêve de tout ministre, c'est d'être ou à la justice, ou à l'intérieur, ou aux affaires étrangères, ou... c'est-à-dire, quelque part... Pas à la santé, en tout cas. Quelque part de régalien. Or, la santé, c'est pas dans l'esprit d'un chef d'État régalien. Maintenant, je peux dire qu'ils ne pourront plus le dire, parce qu'on vient de s'apercevoir qu'on avait complètement oublié, avec la mondialisation dite heureuse, que nous, aujourd'hui, on n'est pas capable de faire du Doliprane. 100% du principe actif est en Inde, en Chine et aux États-Unis. Ça a été révélateur, cette crise, de ce genre de choses. Évidemment. De notre dépendance, même pour ce qui est des produits pharmaceutiques, bien sûr, la dépendance vis-à-vis de l'étranger. Dépendance vis-à-vis de la chimiothérapie, vis-à-vis des antibiotiques, vis-à-vis du curare. Vous ne pouvez pas avoir de salle de réanimation sans curare. Vous ne pouvez pas endormir de manière générale quelqu'un, donc pas d'anesthésie générale sans curare. Donc si vous voulez, voilà, on a compris, là, à l'occasion de cette crise, que nous n'étions pas prêts. Alors, nous, déjà, en France, pas prêts, pour les raisons dont je vous ai parlé, et pas prêts non plus au niveau politique de souveraineté européenne. Vous disiez quoi dans votre rapport ? Quand il y a une épidémie qui arrive de l'autre bout du monde, on arrête tout de suite les liaisons aériennes, c'est ça ? C'est la première chose qu'il faut faire. Ouais. Première chose qu'il faut faire. Par exemple, nous étions le seul pays, pratiquement de l'Union européenne, à avoir un Wuhan Paris. Donc, Wuhan, du fait de nos industries installées sur place, j'imagine. Mais pendant pratiquement, je sais pas, un mois après le début de l'épidémie, nous avions toujours quand même un avion qui arrivait tous les jours. Et d'ailleurs, quand vous regardez aujourd'hui les grands centres qui ont été les plus touchés, ce sont tous les grands aéroports européens et les villes qui étaient à côté des aéroports européens qui faisaient venir des gens de Chine. C'est difficile quand même de couper des liaisons aériennes avec la Chine, du fait de sa puissance économique. La difficulté, si vous voulez, c'est qu'il y a eu plusieurs départs de feu. Par exemple, 2003, le SRAS, c'était un départ de feu. Mortalité importante, contagiosité énorme. On a tous eu peur en 2003. Et puis, boum, ça s'arrête. Pourquoi ? Parce qu'il y a la mutation d'un virus et à un moment donné, le virus devient moins virulent. Et donc, chaque fois, on disait... Souvenez-vous, Roselyne Bachelot, on l'avait beaucoup critiquée parce qu'elle avait acheté des masques et des vaccins. Bon, surtout des vaccins. Oui, mais sauf que à la sortie, avec un peu de recul, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il vaut mieux en faire un peu trop que pas assez. Donc, en réalité, le problème que nous avons eu, pour faire court, c'est que il y a une seule courbe qui est sûre dans le monde, une seule corrélation qui est sûre. Celle-là, il n'y a pas de polémique. C'est plus vous dépistez massivement, moins vous avez de morts. Voilà. Pour une raison très simple, c'est que plus vous dépistez massivement, plus vous prenez les gens précocement, et si vous les prenez en charge précocement,
alors ils ne meurent plus. On teste, on isole, c'est ça? Alors, donc, tester, isoler, tracer, bien sûr, mais surtout dépister le plus vite possible. Et c'est ce qui a été fait à Marseille, c'est surtout ce qui a été fait en Allemagne. Voilà. Pourquoi est-ce qu'ils ont réussi, eux? Pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait de façon aussi méthodique, avec autant de succès? Mais justement, c'est ça la question. C'est parce que vous avez 2 grands virologues en Europe qui ont fait immédiatement un test pour pouvoir dépister la maladie, parce que devant une maladie infectieuse, il y a 3 questions à se poser. Est-ce qu'on connaît le microbe? La réponse est oui, le coronavirus, etc. 2, est-ce que nous savons le tester? La réponse est oui. Et enfin, troisièmement, est-ce qu'il est dangereux? Donc, est-ce qu'on sait le tester? Vous avez 2 virologues, un qui s'appelle Drosten en Allemagne, à l'hôpital de la Charité à Berlin, et l'autre qui est à l'IHU de Marseille, M. Raoult. Tous les 2 font le test, et Drosten en Allemagne l'envoie par le web, par les réseaux sociaux, à tous les biologistes allemands. Le système est décentralisé, sont des landers, et ils font tous des tests. Voilà. Et donc, ils testent tout le monde. Nous, Raoult dit il faut tester tout le monde, mais on lui dit non, on ne peut pas tester tout le monde. Il dit, alors l'empêcher de faire la même chose. Donc non, il dit moi je veux le faire à Marseille. Et c'est là où on voyait ces queues qui étaient de 4 heures, 5 heures, 6 heures. Un peu comme aujourd'hui pour se faire tester. Oui, tout le monde se moquait de lui, sauf que justement, il y a eu très très peu de mortalité à cause de ça à Marseille. À l'inverse, le ministère de la Santé français, et Dieu sait si je respecte ce ministère et les fonctionnaires qui y travaillent, mais c'est tellement hyper centralisé, tellement hyper administré, qu'il y a un papier qui dit on ne peut donner la possibilité de faire un test PCR qu'aux machines référencées avec le tampon du ministère. Il n'y en a que 40. Ah bon? Alors, on avait 800 machines en France, 1000. Donc là, c'est l'administration qui est l'administration a dit non, ça, vous non, monsieur, là, vous, c'est pas possible, vous n'êtes pas référencé. Mais c'est dramatique, parce qu'à la sortie, on a quand même 4 fois plus de morts qu'en Allemagne. Et puis les masques, on n'avait pas assez de masques. Pourtant, lorsque vous avez quitté votre poste de ministre de la Santé, il y avait un stock qui était là? Non, mais ce que je vous dis, ce plan qui était fait, il y avait plus d'1,5 milliard de masques. 1,5 milliard. Et donc ça a été... Mais ça, bon, c'est un problème dramatique. C'est qu'en 2015, vous avez les gens à Bercy qui ont dit... Enfin, ça coûte quand même 30 millions par an, c'est 30 millions, l'épidémie ne vient pas, pourquoi on dépense 30 millions? 30 millions, évidemment, quand l'épidémie ne vient pas, c'est très cher, mais quand l'épidémie vient, c'est pas cher. Voilà, puisque ça nous coûte, économiquement parlant, des centaines de milliards d'euros, cette pandémie. On a préféré confiner, et maintenant on fait le contraire, on fait tout pour éviter de confiner. Qu'est-ce qui vous semble le plus logique à faire, alors? C'est qu'on aurait pu très bien éviter de confiner de manière drastique si on avait dépisté massivement, si on avait pris en charge les gens rapidement, comme d'ailleurs en Allemagne, on aurait confiné, mais pas de manière stricte. En Allemagne, alors c'est affreux ce que je vais dire, mais avec Google, on sait aujourd'hui qui bouge. Si vous prenez Google Mobilité, vous avez tous les magasins allemands, toute l'industrie allemande, tous les poids lourds allemands, les BTP allemands fonctionnaient. Nous, on a été obligés, Dieu merci si on l'a fait, de confiner strictement parce que là, on commençait à avoir un gros problème en réanimation et on a évité plus de 20 ou 30 000 morts parce que le président de la République a décidé de confiner. Quand il a décidé de confiner, il fallait le faire. Mais par contre, on aurait dû dépister au départ. Et ça, c'est une erreur majeure, sanitaire, grave. C'est ce qui nous attend maintenant, des confinements ponctuels, vous diriez? Alors maintenant, on connaît un petit peu mieux le il faut faire attention. En fait, c'est très difficile de savoir ce qui va se passer parce que nous avons un taux de contamination qui s'élève exponentiellement. Mais aussi, on teste de manière exponentielle. Par contre, le taux de positivité, c'est-à-dire on voit bien que le taux de positivité est à 10% maintenant, c'est-à-dire qu'il y a 10%... En moyenne générale sur la France. Maintenant, depuis hier, c'est 10%, il y a 15 jours, c'était 5%, il y a un mois, c'était 1%. Donc, manifestement, il y a un virus qui est en train vraiment de circuler de plus en plus. Par contre, ce que l'on voit, c'est que le nombre d'hospitalisations est très faible, il augmente, mais très faible. Nous avons un deuxième sujet, c'est que nous avons aussi quand même des gens pour autre chose
aux soins intensifs et en réanimation. Et donc, on voit, et c'est pour ça que vous voyez souvent à la télévision, des réanimateurs qui disent « attention ». Donc, la seule question est de savoir si on avait testé en janvier-février dernier, décembre, janvier, février, est-ce qu'on aurait vu aussi cette même petite augmentation avant de voir l'explosion? Ou est-ce que nous voyons aujourd'hui une toute petite augmentation qui va rester une petite augmentation? Et ça, c'est un sujet très difficile de prévoir. On ne peut pas le prévoir. Il faut tout faire. Alors, nous avons eu un problème, pour faire court et pour répondre à votre question, au mois de mars, avril, c'est que nous n'avons pas dépisté massivement. Et là, nous avons un problème cette fois-ci, qui est très grave, c'est que nous n'arrivons pas à régler le problème des clusters. Donc, le foyer de contamination. Aujourd'hui, le foyer de contamination. Et donc, aujourd'hui, c'est ça le problème, c'est que nous voyons des dépistages qui se font. Le problème, c'est qu'il faut 2-3 jours pour avoir le rendez-vous, et 2-3 jours pour avoir le résultat. Voire plus. Donc, la personne est déjà passée. Est-ce que le virus est moins dangereux qu'il l'était au mois de mars-avril? Alors ça, personne... Vous parliez du SRAS, là, qui avait muté et qui, du coup, s'était éteint. Bien sûr, bien sûr. Personne ne peut le dire de manière sûre. Ce qui est vrai, c'est que la seule équipe aujourd'hui en Europe, et en tout cas en France, qui regarde systématiquement le génome du virus, c'est l'IHU de Marseille, parce qu'ils ont les moyens pour ça. Et ils s'aperçoivent que autant il n'y a eu aucune mutation pratiquement entre le mois de février et le mois de juillet, par contre, depuis le mois de juillet, ils sont déjà à plus de 10 petites mutations. Et il semble que... Enfin, je ne suis pas virologue, je suis cardiologue, mais les virologues disent que ça, c'est un signe d'un virus qui commence à s'affaiblir. Donc c'est bon signe, finalement. Oui, mais il faut être extrêmement... Quand il mute, il s'affaiblit. Alors non, et il devient moins dangereux. Il y a 2 sortes de mutants. Et vous avez une mutation qui peut au contraire devenir donc très virulente, qui est dramatique. Le SRAS était dans le bon sens, et là, ça semble être dans le sens qui nous est favorable. Oui, plutôt dans moindre le bon dangerosité. Sens. Mais vous savez, dans ce que je veux dire par là, c'est que on sait très bien depuis 1919, la dernière épidémie, c'est 1919, ça a fait quand même 50 millions de morts, quand même, je veux dire, la grippe espagnole, bon, donc, au bas mot. Donc je veux dire qu'on sait très bien qu'un jour, alors que nous allons sur la Lune, alors que nous sommes très heureux, nous pensons qu'on est très 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 fort, mais un truc de 3 microns est en train d'arrêter 4 milliards d'individus. Donc je veux dire par là que les virus, on ne sait pas régler le problème d'un virus. Un virus, il peut vous tuer si c'est un virus d'Ebola avec 75% de mortalité. Et si le virus d'Ebola... Mais qu'est-ce qui fait qu'Ebola s'est pas répandu à l'échelle de la planète entière? Parce qu'il n'est pas aéroporté, il voyage moins facilement, entre guillemets, mais pour répondre à votre question, si le virus du sida, était aéroporté, vous savez combien il y aurait aujourd'hui de fonds ce serait une catastrophe. Il y aurait 1% d'hommes et de femmes. C'est-à-dire que sur 7 milliards, il y aurait 1%. Pourquoi? Parce qu'il y a 1% d'êtres humains qui est résistant, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs, au virus du sida. Donc, il se trouve que c'est par le sperme. Il y aurait 1% qui ne serait pas touché, vous voulez dire? Oui, il y aurait aujourd'hui 7 milliards, en fait 1% de 7 milliards, ça fait 110 millions, il y aurait 110 millions de personnes sur la planète. C'est-à-dire que si le virus du sida était aéroporté comme ça, il faut savoir que c'est ça les sujets dont on parle. C'est-à-dire que personne n'a pu penser depuis un siècle qu'un virus pourrait nous tuer. Donc c'est ça qui est quand même extraordinairement intéressant. Compte tenu des progrès de la médecine, on se disait, et des vaccins, on se disait, voilà. Il y a eu 3 plans dans l'histoire des 100 dernières années, 3 plans contre une pandémie virale. Le mien en 2004, avec le président Chirac. 2005, fin 2005, celui du président Bush Junior, américain. Et 2015, celui de Bill Gates. Il n'y en a eu que 3. Et les 3 n'ont pas été suivis, d'effet. Donc aujourd'hui, je pense que le moment est venu, ne serait-ce que d'ailleurs sur le plan terrorisme. On n'est pas à l'abri d'avoir quelqu'un qui nous balance une arme bactériologique. Bien sûr, une variole résistante aux antibiotiques. Donc il est extrêmement important que nos sociétés, qu'elles soient développées ou en développement, alors c'est là où l'OMS n'existe pas. C'est-à-dire que c'est le problème de l'Organisation mondiale de la santé qui n'est pas du tout dû au directeur général. Elle a été défaillante. Qui est quelqu'un très bien. Non, c'est que la communauté internationale ne s'est pas dotée d'une Organisation mondiale de la santé efficace. C'est 2 milliards par an le budget. Vous vous rendez compte, 2 milliards par an pour 195 pays, et 25% du budget vient de M. Bill Gates. C'est une honte. Donc, je veux dire, il faut. Vous auriez changé ça si vous aviez été. Non, pas du tout, parce que moi j'aurais été directeur. Vous étiez candidat. Oui, j'ai été battu lamentablement.
au poste de directeur général de l'OMS parce qu'il y avait mieux que moi et meilleur que moi. Mais celui qui est aujourd'hui directeur général n'arrive pas à faire quoi que ce soit parce que la communauté internationale ne lui donne pas mandat de manière contraignante de dire « Monsieur Macron, vous n'avez pas les masques, je vous oblige à les faire. Monsieur Trump, vous n'avez pas les masques, je vous oblige à le faire. » C'est-à-dire que, autrement dit, l'OMS, le directeur général de l'OMS n'a pas de pouvoir contraignant. À l'inverse, vous qui êtes un journaliste économique, oui, eh bien, l'OMC, le directeur général de l'OMC, il a un pouvoir contraignant. Le jour où l'Inde a voulu rentrer dans l'OMC, on lui dit « Monsieur le Premier ministre d'Inde, vous ne pouvez pas rentrer. Vous rentrerez qu'à condition que 1, 2, 3 et 4 conditions soient remplies. » À l'OMS, rien. Bon. Donc ce que l'humanité, ce que la communauté internationale fait pour le commerce, elle ne l'a pas fait pour la santé publique. Et j'espère qu'avec ce petit virus de rien du tout, parce que franchement... Rien du tout, 1 million de morts quand même. Hein. Oui, mais moi je vais vous dire un truc, c'est que si ça avait été le virus du sida, ça aurait été, je vous dis, aéroporté, ça aurait été plus de 6 milliards. Donc ça veut dire qu'on a eu la chance, une chance extraordinaire d'avoir un virus qui fait 0,5% de mortalité. Mais si vous avez un virus qui fait 30% de mortalité, là c'est pas pareil. Ah oui. Mais voilà, personne n'avait prévu ça. Philippe Douste-Blazy, vous restez avec nous. On a plein d'autres questions à vous poser, notamment sur les inégalités sociales, je le disais. Marianne Vincent, qui nous a écoutés pendant... C'est passionnant, c'est pas facile. On a dépassé le quota qu'on s'était fixé pour cette première. Mais c'est de ma faute. Quand j'ai dit un virus de rien du tout, c'est évidemment que je ne voudrais pas que... Un peu provocateur. Non, c'est un virus de rien du tout par rapport à ce qu'on aurait pu avoir. En termes de mortalité. Bien évidemment, je suis le premier à avoir peur de l'avoir. Et je sais qu'il y a eu 1 million de morts et je ne veux pas... Enfin, voilà, je ne veux pas choquer les gens qui ont eu cette maladie ou qui ont eu des victimes de leur famille. Parmi leurs proches. Ce que je veux dire, c'est que voilà, ça aurait pu être bien pire et ça sera d'ailleurs un jour bien pire. Bon, pas très optimiste tout ça. Marianne Vincent, le risque climatique avec vous à présent. Donnez-nous tout d'abord un ordre d'idée, ou plutôt dites-nous quelle est la réalité du réchauffement climatique. Vous avez des ordres d'idées, des chiffres assez frappants à nous donner pour qu'on prenne conscience de cela. Alors je ne vais pas être très optimiste non plus. Sur le réchauffement climatique. On essaiera d'être dans la conclusion. Donc le réchauffement climatique, c'est réel, c'est un fait. Je pense qu'à part quelques sceptiques outre-Atlantique, on est tous conscients, témoins des différents phénomènes climatiques extrêmes qu'on peut avoir à côté de chez nous ou ailleurs. Aujourd'hui, en fait, en un siècle et demi, le réchauffement climatique, c'est à peu près 1,2 degré. Donc on se dit 1,2 degré, 1 degré, c'est pas énorme finalement. Mais finalement, 1,2 degré, ça a suffi pour avoir des millions d'hectares qui brûlent en Californie, en Australie et même en Sibérie. Donc 1 degré, ça a quand même déjà beaucoup d'impact. Parce que finalement, le climat, c'est pas la météo. Si on a 5 degrés de différence entre Paris et Lyon, ou entre le matin et l'après-midi, on se dit, bon, bah voilà, 5 degrés en ordre de grandeur, c'est pas énorme. Mais en fait, le climat, c'est pas la météo. Le climat, c'est la hausse moyenne de la planète. C'est finalement la somme entre l'été de l'hémisphère nord et l'hiver de l'hémisphère sud, et inversement. Enfin, c'est la moyenne de la planète. Si on prend un exemple historique, c'est l'Europe d'il y a 20 000 ans. Bah, finalement, c'était pas du tout l'Europe qu'on la connaît aujourd'hui. Le monde d'il y a 20 000 ans, à la fin de la dernière ère glaciaire, c'était la Scandinavie et le Canada sous 3 km de glace, les océans qui étaient abaissés de 120 mètres, un climat très froid, très sec, et finalement une terre qui pouvait nourrir seulement 100 000 personnes. L'Europe telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est la conséquence d'un réchauffement planétaire de 4 à 5 degrés en 10 000 ans. Donc on parle de 10 000 ans. 10 000 ans, 4-5 degrés, ça a permis d'avoir des déplacements de forêts, des terres qui n'étaient pas cultivables qui sont devenues cultivables, 3 km de glace qui ont fondu, etc., et qui nous permettent de vivre aujourd'hui. Là, aujourd'hui, on est en train de se diriger vers un monde à 4-5 degrés d'ici la fin du siècle, donc en 100 ans. Donc ça va être d'une brutalité inouïe par rapport à ce qu'on a connu depuis 10 000 ans. Et donc finalement, un réchauffement à 5 degrés en 100 ans, personne ne l'a vécu depuis que les hommes sont sur Terre, et même depuis que la vie existe. Donc c'est quand même assez impactant en termes de chiffres. Donc aujourd'hui, 1,2 degré, avec finalement la durée de vie du CO2 dans l'air, toutes les émissions qu'on a déjà émises dans l'atmosphère depuis 20 ans,
fait que dans 20 ans, on sera déjà à 2 degrés. Donc quoi qu'on fasse aujourd'hui, peu importe les scénarios climatiques, dans 20 ans, le monde sera déjà à une augmentation de 2 degrés. 2040. 2040. Voilà. Donc finalement, en 2100, on s'est donné beaucoup d'objectifs, on est déjà plus ou moins là. Donc quoi qu'on fasse aujourd'hui, on travaille pour les générations d'après, pour nos enfants, nos petits-enfants. Donc bon, les 20 prochaines années, on sait où est-ce qu'on va. Maintenant, on travaille pour après. Donc il faut vraiment prendre le sujet à bras-le-corps parce que c'est les générations futures qui vont vraiment en pâtir. Bon, à titre d'exemple, c'est-à-dire que à partir de 2,5 degrés, on se dit qu'on va commencer à avoir de l'insécurité alimentaire. On va avoir des déplacements de population qui vont créer des guerres, des révoltes, des dictatures. Enfin, on va arriver vraiment dans un monde chaotique. Finalement, les révolutions qu'on a pu voir en Égypte, etc., il y a quelques années, ça venait de famine, ça venait du fait qu'il y a eu beaucoup de sécheresse. Et on voit finalement l'insécurité alimentaire, ça a vraiment un impact. Donc, quelque part, le réchauffement climatique, c'est pas juste quelque chose qui fait joli dans une direction RSE, ça a vraiment un impact. Et de même titre que la santé, finalement, aujourd'hui, le ministère de l'écologie, on voit ça un peu comme des écolo-react avec des tracts et Greenpeace. Mais le climat, ça doit être traité au niveau stratégique d'une entreprise, au niveau stratégique d'un gouvernement, parce que le risque climatique, il est présent, il est là, il faut vraiment y faire attention. Donc il y a vraiment une urgence. Et en fait, ce qu'on se dit, c'est que l'économie telle qu'on la connaît aujourd'hui, en 2050, elle n'existera plus, parce que l'économie telle qu'on la connaît elle aura beaucoup changé. Un monde à 4 degrés, l'économie, elle ne pourra pas survivre, c'est une impasse. Et finalement, la croissance telle qu'on la connaît aujourd'hui, ça n'arrivera plus non plus, parce qu'on arrive aux limites de la planète avec les ressources finies en énergie fossile. Donc il va falloir se réinventer. Il n'y aura pas assez de ressources pour tout le monde, il n'y aura pas assez de quoi nourrir tout le monde, c'est ça ? Exactement. Et puis de toute façon, on est déjà sur le déclin des réserves pétrolières, des réserves de charbon. Donc voilà, il faut penser à d'autres énergies, à d'autres manières de consommer. Mais on va devoir vivre avec ça, même si on veut limiter l'ampleur du phénomène. En fait, il faut réfléchir à une nouvelle économie, à un nouveau référentiel. Voilà. Pour ne pas subir l'économie en 2050, il faut déjà réfléchir à quel sera le nouveau référentiel. Et pour avoir ce nouveau référentiel, il faut des nouvelles métriques, des nouveaux indicateurs. Mesurer un peu ce qu'on fait déjà aujourd'hui et comment on peut résoudre le problème. Donc sans bons indicateurs, finalement, c'est assez difficile de piloter ce qu'on aurait à voir. Donc intégrer les contraintes carbone dans nos décisions de politique, d'entreprise, ça devient crucial parce que finalement la réalité est là et donc il faut vraiment qu'on mette des actions en place. Et c'est la mesure de cela que vous faites chez Carbone 4 Finance. Voilà, même chez Carbone 4. En fait, Carbone 4 accompagne les entreprises et nous, chez Carbone 4 Finance, on permet justement de donner les bonnes métriques et les bons indicateurs aux acteurs financiers pour faire les bons choix d'investissement. Alors, avant de les appeler, ces investisseurs sur scène, dernière question. Vous êtes de ceux qui lient donc le changement climatique aux épidémies, aux risques sanitaires. Il y a un lien évident. Vous dites les révolutions arabes, c'était nous, on des considère famines. effectivement qu'il y a quand même, le risque climatique et les risques sanitaires sont liés, puisque quand on détruit l'habitat de certaines espèces, la température augmente, il y a certaines maladies qui sont assez sensibles à l'augmentation de la température. Enfin, j'ai un médecin à côté de moi, donc je vais essayer de ne pas dire trop de bêtises, mais le choléra, on va lui le demander paludisme... son avis à Philippe Douste-Blazy. Donc ça veut dire qu'en fait, on va faire face à des maladies de manière de plus en plus fréquente. Et on va avoir aussi l'apparition de nouvelles maladies, sauf erreur de ma part, mais la Covid, c'est quand même le fait qu'on est de plus en plus en contact avec des espèces qui étaient sauvages et qui finalement se retrouvent plus proches en fait, des localités et de l'homme. Donc si on n'avait pas détruit leur habitat, quelque part, on aurait été un peu plus protégés. Philippe Douste-Blazy, votre avis sur cette question, sur le lien entre dérèglement climatique et des pandémies qui vont peut-être se multiplier dans les années qui viennent? Oui, alors, il n'y a pas de preuve, en effet, que les zoonoses soient liées directement. Ce qui est vrai, c'est que si les Chinois commençaient à arrêter de manger un peu n'importe quoi sur les marchés, ça nous arrangerait quand même tous. Mais il y a, par contre, en effet, une relation directe entre déforestation, et vous avez tout à fait raison, et puis le fait que les animaux, quand même, vivent dans des forêts. Donc, si vous enlevez les forêts, vous changez tout cet écosystème. Mais il y a aussi le fait que changement climatique et pollution vont ensemble et que vous avez dans les capitales comme Paris, vous avez un nourrisson sur 3 qui fait une bronchiolite du nourrisson. Donc ça, c'est véritablement lié. Et enfin, dernier point, là c'est le contraire, c'est que pendant qu'on était tous confinés, enfin, il y a eu moins de gaz à effet de serre
Malheureusement, on est revenu à l'état hanté. Mais c'est vrai que ça nous a montré... Enfin, je sais pas, mon fils, un jour, m'a dit, mais papa, on était à Paris, et on était confinés en famille, et regarde, et on voyait des étoiles. C'est la première fois qu'on voyait des étoiles à Paris. Marianne Vincent, Philippe Douste-Blazy, merci, vous restez avec nous. On va poursuivre cette conversation avec nos spécialistes de la gestion patrimoniale pour nous donner leur vision du terrain, les retours qu'ils ont de leur clientèle. J'appelle sur scène Jean-Pierre Grimaud, directeur général du groupe OFI. J'appelle également Pascal Bossan, gérante du cabinet Bossan Conseil, vous pouvez les applaudir, et Éric Borias, associé fondateur d'Axine Finance, qui vont pouvoir enlever leur masque. Eux, je rappelle que nous, on enlève nos masques parce qu'il y a suffisamment de distance entre nous, mais on vous demande bien entendu de le garder, votre masque, vous qui êtes dans cette salle. Et je vois que tout le monde respecte bien entendu cette contrainte. Messieurs, dames, bonjour. Merci d'être avec nous. Je vais vous demander aussi de vous présenter les uns après les autres. Vous présentez vous et l'entreprise que vous gérez. Pascal Bossan, bonjour. Bonjour, donc moi je dirige un cabinet indépendant de conseil en gestion de patrimoine depuis une petite vingtaine d'années et depuis 5-6 ans je suis très engagée dans le développement de l'investissement responsable. Je suis également administratrice du 1% pour la planète. Très bien. Jean-Pierre Grimaud, directeur général d'OFI Group, du groupe OFI. Directeur général du groupe OFI, société de gestion avec un caractère assez particulier puisque l'ensemble de nos actionnaires sont des groupes mutualistes issus de l'économie sociale et solidaire et avec un ancrage extrêmement fort sur la gestion ISR en particulier. Très bien. Éric Borias, bonjour Éric. Bonjour. Axine. Éric Borias, donc Axine Finance, donc associé fondateur. Donc on est un cabinet de gestion de patrimoine à Clermont-Ferrand et Paris. Et bien sûr, on s'est intéressé à l'ISR, l'investissement socialement responsable, depuis quelques années. Voilà. Alors on va beaucoup parler de l'ISR à présent, l'investissement socialement responsable. L'ISR comme moyen d'intégrer une bonne partie des risques dont on vient de parler pour répondre aux attentes de vos clients, pour encore mieux les conseiller. Pascal Bossan, en quoi l'ISR peut être une réponse à ces grands défis auxquels on est confronté ? C'est très simple en fait. L'ISR est une réponse extrêmement simple à ces défis colossaux dont on vient de parler, tout simplement parce que nous, en tant qu'intermédiaires, on a la possibilité de proposer dans les allocations d'actifs de nos clients, de conseiller dans leur portefeuille en fait une part significative en investissement responsable. Je pense de manière générale qu'on sous-estime l'impact qu'on peut avoir et la force, la puissance en fait de nos conseils vis-à-vis de nos clients. De manière générale, moi j'entends beaucoup de confrères qui me disent oui, mais mes clients ne me demandent pas d'investissement responsable. Je pense que nous ne devons pas attendre d'avoir une demande d'investissement responsable parce que nos clients viennent nous voir parce qu'ils ont déjà beaucoup de sujets patrimoniaux, ils ne savent pas que ça existe. ISR ne veut rien dire pour eux, à part quelques exceptions près. Donc je crois que nous devons faire part de beaucoup de proactivité, de pédagogie sur ces sujets-là, en étant conscients de l'impact extrêmement fort que nous pouvons avoir auprès de nos clients. Éric Borias, est-ce que l'ISR ne veut rien dire pour vos clients non plus ? Ou ils en ont une petite idée quand même ? Disons que si on suit un peu les sondages qui ont été réalisés, là, notamment le dernier par Vigeo Euris, il présentait 60% des personnes dans le sondage qui ne connaissaient pas du tout l'ISR. Pas du tout. Pas du tout. Et seulement 5% des personnes avaient investi des fonds ISR dans leur placement. Donc ce qui montre qu'il y a un gros travail de pédagogie, ce que soulignait Pascal, de pédagogie, d'information qu'on doit faire au niveau de nos clients et des épargnants en général. De la pédagogie, on y reviendra. Jean-Pierre Grimaud, chez OFI, le socialement responsable, ça fait des années que vous faites ça ? C'est dans votre ADN ? Oui, comme je le disais, un groupe issu de l'économie sociale et solidaire, ça fait des années
que ces enjeux, ces critères sont pris en compte dans nos gestions et dans les discussions que nous pouvons avoir avec nos principaux mandants. L'ISR, c'est l'investissement socialement responsable, c'est l'acte d'investir qui répond à un certain nombre de critères, et les critères, c'est les critères dits ESG, E pour environnement, S pour social et G pour gouvernance. Et ne serait-ce que la lecture de ces 3 critères, on comprend bien qu'ils répondent en partie, aux enjeux qui sont devant nous. Et ce qui est intéressant, c'est que depuis quelques années maintenant, on peut faire la démonstration que l'intégration de ce type de critères ne détruit pas forcément de la performance financière. Ça a souvent été vécu comme une punition. Moi, je me rappelle, il y a 20 ans, quand on parlait d'ISR, la réaction, c'était de dire « oui, mais ça va détruire de la performance financière ». Or, c'est exactement le contraire qui est en train d'être démontré en ce moment, c'est que la prise en compte de ces 3 critères, avec des analyses fines, etc., il y a des méthodologies, etc., crée de la performance financière et répond à quelque chose aussi que l'on aperçoit. Alors, c'est différent dans le monde institutionnel et dans le monde des particuliers, mais c'est le fait que de plus en plus d'épargnants, au sens large, veulent savoir à quoi sert leur épargne et comment cette épargne, elle est investie dans l'économie et en quoi elle va servir à l'économie, mais aussi à créer un développement qui soit plus durable et qui intègre les enjeux environnementaux et demain, de par la crise que nous vivons, de plus en plus les enjeux sociaux et sociétals. Ça, c'est ce qui vous inquiète le plus, justement, les conséquences de la crise économique qu'on est en train de connaître, liée à la pandémie, à la crise sanitaire, qui vont avoir un impact très, très profond sur le social, ce genre de choses. On le voit déjà. Avec les plans sociaux. Avec les plans sociaux, l'appauvrissement généralisé et surtout les écarts de richesse. On parlait tout à l'heure des déplacements de population, mais il y a un autre indicateur qui peut faire peur à très long terme, c'est la concentration de la richesse sur une portion de plus en plus étroite de la population. Et ce n'est pas simplement à l'échelle nationale française, c'est à l'échelle mondiale. C'est extrêmement inquiétant. Philippe Douste-Blazy, il va y avoir une accélération de cet écart entre les plus riches et les plus pauvres. Alors, les 40 dernières années sont caractérisées par ça, par le gap de plus en plus important entre les riches et les pauvres, puisque on estime qu'à peu près, on va dire 80 familles ont une richesse égale à la moitié de l'humanité la plus pauvre. Donc c'est juste impensable. C'est 3,5 milliards d'un côté, 80 familles de l'autre. Donc tout ça est fou. On va directement dans le mur. Et si vous voulez, on a assisté à 2 mondialisations, la mondialisation de l'économie et la mondialisation de la communication. Mais on n'a pas fait la mondialisation de la solidarité, parce qu'il n'y a pas de gouvernance mondiale pour ça. Donc chaque chef d'État va à New York, aux Nations Unies, pour dire voilà ce que je pense, etc. Il rentre vite chez lui, il s'occupe de ses problèmes, mais il ne s'occupe pas des problèmes des autres. Et donc ça, c'est un problème dramatique. Et aujourd'hui, on ne peut pas continuer comme ça, parce que Internet, pendant ce temps... Moi, je suis allé, une fois dans ma vie, passer 3 semaines sans caméra, sans journaliste, sans médias, entre Lampedusa et la Libye. Bon, juste pour regarder ce que je voyais. Ce que j'ai vu est juste insensé. C'est-à-dire que... En pleine mer. En pleine mer, oui, en pleine mer, avec des gardes-côtes italiens. Bon, ce que j'ai vu, c'est, à 11h du matin, un bateau avec 300 personnes, les femmes en haut avec leurs enfants qui les cachent comme ça, avec des brûlures au 3e degré entre le soleil, le sel et le carburant, le pétrole. Et on ouvre la cale, il y avait, je crois, 100 hommes, tous asphyxiés, tous morts. Asphyxiés par le truc. Et on en voit sans arrêt. Donc les gens qui fuient l'enfer
qui, par Internet, croient que chez nous, c'est extraordinaire. Si vous voulez, il faut quand même commencer. Il y a un début et une fin. Donc moi, je veux bien le capitalisme. Moi, je ne suis pas de gauche, je ne suis pas socialiste, je ne suis pas communiste. Enfin, il est évident que le capitalisme financier est la pire chose qui peut arriver à l'homme aujourd'hui. On ne continuera pas éternellement comme ça. Ce n'est pas possible. Je vous félicite vraiment de ce que vous avez dit, parce que non, mais ce que vous avez dit est extraordinairement important. Et je pense que les hommes, à un moment donné, au niveau de l'entreprise, lorsqu'ils s'aperçoivent que c'est durable, que c'est juste et que ça permet au moins de mettre de l'homme là-dedans, de l'humain, ben je pense qu'ils comprennent qu'ils peuvent gagner plus, ils sont plus heureux, ils ont moins de problèmes. Vous voulez dire le tout financier ? Bon, clairement, ça ne marche pas. Mais c'est pas que ça marche. Ça marche aujourd'hui, mais ça ne marche pas. Dans 50 ça induit ans, des dans drames 80 humains, c'est ans, ça vous aurez des révolutions au niveau majeures au niveau du monde entier. D'accord. Donc, il y a ce fonds que vous avez lancé, mais qui s'adresse surtout aux populations de pays pauvres. Alors, comment traiter les inégalités dans un pays comme la France ? Alors, d'abord, non, mais regardez par exemple ce qui s'est passé pour le Covid. C'est extrêmement intéressant. La surmortalité, si vous prenez mars, avril, mai 2020 par rapport aux moyennes 2016, 17, 18, 19. Vous avez 21% de surmortalité en France. Vous avez 92% de surmortalité dans les grandes villes. Et vous avez 172% de surmortalité en Seine-Saint-Denis. Pourquoi ? Parce qu'en Seine-Saint-Denis, vous avez des retraités qui sont pauvres, parce que vous avez des foyers d'ouvriers qui sont à 15 sur 40 mètres carrés, etc. Donc, et c'est pareil pour les Noirs américains d'origine africaine, les Afro-Américains. Donc il y a eu une surmortalité. Donc les inégalités sociales, c'est quelque chose évidemment d'extrêmement important, mais des épidémies touchent beaucoup plus les pauvres, évidemment, que les autres. Maintenant, un mot sur Unit Life, donc c'est ce que j'ai créé. Si vous voulez, les gens très pauvres enfantent des enfants qui vont être beaucoup plus malades, mais surtout qui ont 30% de quotient intellectuel en moins. Jamais personne n'a pu penser à un roman aussi noir que ça, parce que vous ne le croiriez pas. Non seulement vous êtes pauvre, vous avez tous les problèmes de la pauvreté, mais en plus vos enfants n'ont pas les mêmes capacités intellectuelles. Donc ça, c'est probablement Bill Gates, qui était mon conseil d'administration à United et que je vais amener dans cette histoire aussi, dit, si j'avais une baguette magique, c'est la malnutrition chronique, ça s'appelle stunting aux États-Unis, que je réglerais en premier. Parce que ça règle un problème majeur de pauvreté et surtout de rester, comme je le disais tout à l'heure, dans la pauvreté. Et ce risque, c'est facteur de désordre social, de révolution. Oui, vous avez 3 conséquences à la malnutrition chronique. La première, c'est que si ça tombe sur vous, évidemment, au niveau personnel, c'est affreux, parce que tous ces enfants, on pense qu'ils sont paresseux, mais en fait, ils sont malades. La deuxième chose, c'est que les pays ne peuvent pas se développer. Et troisièmement, moins vous avez un QI élevé, plus vous suivez quand même, en gros, Al-Qaïda et les autres. C'est-à-dire que plus vous êtes avec les radicaux. Donc plus n'importe quel... Et vous diriez que c'est déjà le cas, ça ? C'est déjà le cas ? C'est déjà le cas ? Alors non, je ne sais pas si c'est le cas, parce qu'il n'y a pas d'études qui sont faites là-dessus. Mais je pense que moins vous êtes quand même évolué intellectuellement, plus vous croyez ce qu'on vous raconte, oui, bien sûr. Mais ça a toujours été comme ça dans l'histoire de l'humanité. Bon, on en revient au socialement responsable, à la façon d'intégrer... Je finis quand même sur ça, excusez-moi. En 2050, c'est quand même demain, 2050, on en parlait. Que vous donnez, 2050, sur 100 bébés qui vont naître sur la planète, 75 sur 100, donc 75, vont naître en Afrique subsaharienne et en Inde. Si 50% d'entre eux ont 30% de QI en moins, vous vous rendez compte de quoi il s'agit. Donc vous avez 2 menaces existentielles dans l'humanité aujourd'hui, celle dont vous parlez, que tout le monde connaît maintenant, et dont personne ne parlait il y a 30 ans, mais dont on parle, et celle dont je vous parle, que personne ne connaît. Absolument, oui. L'ISR, on va parler de l'offre l'ISR, transition très difficile. Est-ce qu'on peut dire, Pascal Bossan, que l'offre ISR s'est installée dans le paysage maintenant ? Bon, les épargnants ne savent pas trop de quoi il s'agit, mais est-ce que l'offre est là ? Oui, clairement.
De mon côté, au niveau de mon cabinet, lorsque je me suis intéressée à l'ISR il y a 5-6 ans, on avait une offre balbutiante, une offre naissante. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On a 40% des nouveaux fonds créés depuis le début de l'année qui sont des fonds responsables. Donc on n'est pas dans le cadre d'un effet de mode, on est dans le cadre d'une vraie lame de fond. Et ça, évidemment, c'est une très bonne nouvelle pour nous, distributeurs d'épargne, de pouvoir avoir une offre réelle, une offre qui se développe de manière très importante. Eric Borias, il y a le choix, il y a de quoi faire. Oui, il y a même beaucoup trop de choix, puisque... Ah, il y en a trop, d'accord. J'allais dire aujourd'hui, pour arriver à s'y retrouver, jungle. c'est assez compliqué, oui, parce que j'allais dire qu'il y a beaucoup d'ISR et des multistratégies, etc. Et quelquefois, même pour nous, c'est assez compliqué d'arriver à se repérer entre les différentes thématiques, etc. Donc, c'est vrai que là aussi, c'est vrai que la crise sanitaire qu'on a connue a eu un effet accélérateur pour l'ISR, bien sûr. Donc, toutes les sociétés de gestion et tous les asset managers ont fortement développé les fonds ISR. Il y a eu une accélération là depuis le début de la pandémie. Disons que quand on voit aujourd'hui dans les gammes de fonds des asset managers, on voit qu'il y a beaucoup de fonds qui ont été créés ou qui ont passé ISR aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'on a un nombre de fonds assez important. D'ailleurs, même c'est quelquefois difficile pour arriver à se repérer avec le nombre de fonds, les encours qu'on peut avoir sur les fonds, sur les statistiques qu'on peut avoir des différents instituts. Jean-Pierre Grimaud, vous l'avez constaté, cet engouement, cette accélération là depuis le printemps dernier? Je pense qu'on peut la dater un peu avant. Oui. C'est une lame de fond qui a commencé via les institutions, parce que les pouvoirs publics ont réagi face à la problématique, du réchauffement climatique, et deux, des problématiques d'utilisation des investissements pour participer au développement économique et au développement social, et en intégrant des règles de reporting assez strictes pour les investisseurs institutionnels. Et petit à petit, l'investissement socialement responsable a glissé naturellement vers les gammes de fonds ouvertes à destination des épargnants particuliers. Aujourd'hui, je crois, Novetic, dans sa conférence de presse il y a une semaine, indique qu'il y a à peu près 800 fonds, plus ou moins 800 fonds ISR sur le marché français qui sont disponibles. Ça représente à peu près 315-320 milliards d'encours. Et petit à petit, la façon de reconnaître ces fonds s'installent à travers les labels. Aujourd'hui, sur le marché français, il y a 2 labels que l'on peut mentionner. Le label Greenfin, qui tourne autour de la problématique des enjeux environnementaux et climatiques, et le label ISR, qui lui est plus large, puisqu'il intègre les 3 critères dont je parlais tout à l'heure, les critères ESG. Mais il y a véritablement un développement, et le programme relance souhaité par les autorités européennes et le gouvernement français vont aussi dans cette direction. Les 2 plans de relance, l'européen à 750 milliards et le français à 100 milliards. Marianne Vincent, c'est la jungle là pour s'y retrouver? Honnêtement, effectivement, comme disait, au cours du panel, on n'a pas arrêté d'en parler, c'est-à-dire que les Français ont vraiment envie d'intégrer dans leur placement ces critères environnementaux et sociétaux. Ils sont complètement perdus, parce que finalement, quand on reprend effectivement l'étude qui a été faite, c'est qu'il y en a 62% qui aimeraient bien, il n'y en a finalement que 5% qui investissent. Pourquoi? Parce que soit ils n'ont jamais entendu parler de l'ISR, des labels ISR, etc. Soit leur conseiller leur a jamais proposé, ou finalement que 5% d'entre eux, quelqu'un leur en a parlé, alors que pour la plupart, ils font confiance à leurs conseillers pour justement les orienter sur leur placement. Donc quelque part, entre tous ces fonds, etc., c'est très difficile de s'y retrouver en tant que professionnel. Alors pour les particuliers, effectivement, ils sont complètement paumés. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir de bons indicateurs. Alors aujourd'hui, effectivement, on en parlait tout à l'heure avec Jean-Pierre, mais il y a plein de méthodologies différentes. Expliquez-nous comment fonctionnent vos indicateurs. Vous me disiez en préparant cette table ronde, on donne une température
au portefeuille Alors chez effectivement, Carbone 4 Finance? au début, quand on a parlé du carbone, on parlait de tonnes de CO2. Alors autant dire que déjà, quand on n'est pas climatologue et qu'on parle à quelqu'un dans la rue d'une tonne de CO2, en termes d'ordre de grandeur, personne ne sait ce que c'est. Donc après, on a essayé de dire que ça représente un aller-retour en avion Paris-New York. Bon, ça ne parle pas tant que ça. Donc maintenant, il y a une nouvelle métrique qui sort un peu du lot, c'est la température. Parce qu'on sait que les accords de Paris, la COP21, indiquent qu'idéalement, il faudrait qu'on soit aligné à 2 degrés d'ici la fin du siècle. On a bien compris que ça allait être compliqué. Mais voilà, donc quelle est la température de mon portefeuille? Quel monde je finance à travers mes investissements? Est-ce que c'est un monde à 2 degrés, à 3 degrés, à 4 degrés? Là, le monde, quand on regarde le MSCI World, il est à combien de degrés? Il est à le monde de l'investissement. Il est entre 3 et 4 degrés. On va dire qu'il est à 3,5 degrés. Aujourd'hui, on va vers un monde entre 3 et 4 degrés à la fin du siècle. Donc 4 degrés, on est très mal. On va très très mal vivre. En tout cas, nos petits-enfants vont très très mal le vivre. Donc effectivement, il faut mettre en place des plans d'action. Mais cette métrique, finalement, elle parle. Bon, encore une fois, il faut prendre cette température avec des pincettes parce qu'en fonction de la méthodologie qui est employée, le chiffre est plus ou moins comparable. Mais en tout cas, ça permet d'engager un dialogue avec vos clients en disant, bon bah voilà, vous voulez investir. Finalement, la fameuse étude de Vigeo Eiris disait qu'en haut des préoccupations, il y avait 77% sur le réchauffement climatique et 65% sur la biodiversité. Donc c'est des sujets qui intéressent les Français. Pendant le confinement, ils ont mis 100 milliards d'euros de côté. Bon, est-ce que ça va avoir un impact sur le climat? Il faut financer l'économie réelle, il faut qu'elle soit plus verte, qu'elle soit plus inclusive, il faut financer l'économie de demain. Donc voilà, il faut vraiment accompagner les Français. Et donc pour faire ça, il faut vous former pour que vous puissiez former les clients. Pour nous, les formations aux enjeux climatiques, pour pouvoir faire passer ces messages aux clients en disant la performance et avoir un placement à impact, c'est pas forcément décorrélé, donc vous pouvez avoir un impact avec votre argent à titre personnel et en plus faire quelque chose de bien, donc faites-le et on peut vous conseiller, vous accompagner là-dedans. Parce que de toute manière, ça sera un peu mon mot de conclusion, parce que voilà, on ne peut pas vivre en bonne santé sur une planète malade, donc il faut vraiment qu'on commence à construire le monde de demain. On va conclure maintenant, parce que le temps passe très vite, si on veut avoir le temps de prendre une ou deux questions. Philippe Douste-Blazy, je sais que vous devez partir là dans quelques minutes. Marianne Vincent, pour conclure, vous diriez qu'il y a encore un gros travail de pédagogie. C'est vous, pardon. Pascal Bossan, je vous regardais en plus, Pascal. Vous diriez qu'il y a encore un gros travail de pédagogie pour expliquer cela et de l'attente aussi de la part de vos clients pour élaborer des stratégies en termes d'ISR. C'est pas tout d'écouter ou de leur demander ce qu'ils veulent, il faut aussi leur faire des propositions. Oui, alors c'est vrai qu'on a souvent une idée reçue que l'investissement responsable n'intéresserait que les jeunes ou les femmes. De mon côté, pour évoquer ces sujets-là tous les jours depuis plusieurs années avec toute typologie de clients, il est clair que n'importe quel client est sensibilisé à ces questions-là lorsqu'on leur en parle. Et donc il y a une attente qui n'est pas exprimée mais qu'il faut absolument prendre en compte. Il est certain que nous-mêmes, professionnels, nous avons du mal à nous retrouver. Donc, j'aimerais qu'il y ait encore plus de formation. Je me tourne vers mon voisin parce que ça fait partie, je pense, des points qu'on peut lever en apportant effectivement plus de formation auprès des conseillers indépendants qui eux-mêmes pourront être plus à l'aise sur ces sujets-là auprès de leurs clients finaux. Vous demandez de la formation à Jean-Pierre Grimaud, c'est ça? Jean-Pierre Grimaud, votre réponse à cet effort qui vous est demandé? Effectivement, il y a un effort qui doit être fait en matière d'explication. Il y a une quarantaine d'années, on a réussi à normer la performance financière et on a construit les premiers reportings de fonds d'investissement autour de la performance financière. Il n'y a aucune raison que nous n'arrivions pas à normer les performances extra-financières, les trajectoires de portefeuille. Vous parliez tout à l'heure de fonds à impact, de fonds engagés dans une démarche positive, quelque chose, et il faut rendre compte de cela à travers des critères, mais des critères qui soient normatifs et opposables. La performance, c'est quelque chose qui est opposable. Eh bien, il faut faire exactement la même chose dans l'extra-financier. Et donc, on a un travail collectif à mener, la collectivité des investisseurs autour de ça, mais les travaux sont là. Sur
La pédagogie, c'est un terme que je préfère à éducation. Sur la pédagogie, c'est quelque chose de permanent. Et ça démarre à l'école. À l'école, il faut expliquer ce que c'est qu'une entreprise. On n'explique pas aujourd'hui dans les écoles, dans les cours de troisième, dans les cours de seconde, on n'explique pas ce que c'est. On fait faire des stages pas des stages, juste expliquer c'est quoi une entreprise, mais ça permet de voir à quoi ça sert, et puis les stages permettent de voir et de se rendre compte. Et la pédagogie financière, c'est expliquer à quoi sert un marché financier. À quoi sert un marché financier? C'est juste la rencontre d'entreprises qui ont besoin de capitaux, de l'autre côté d'épargnants qui ont des excédents de capitaux, et l'industrie financière au milieu, elle est là pour se faire rencontrer les deux parties, et si possible aujourd'hui, de faire en sorte que l'épargne soit investie de telle manière qu'elle réponde aux enjeux qui sont devant nous. Et moi, je voudrais insister cet après-midi sur un point très particulier dans ces fameux critères ESG. Le E, tout le monde voit ce que c'est, le climat, c'est très bien, c'est un enjeu majeur, il faut. La gouvernance, on voit à peu près aussi de quoi il ressort. Pareil, des entreprises qui sont bien gouvernées, généralement, elles marchent bien. Mais le S, c'est aussi, en le liant avec l'enjeu environnemental, c'est un enjeu majeur. Et le dialogue que l'on doit introduire aujourd'hui avec les entreprises, elle porte sur les enjeux environnementaux et sur les enjeux de répartition de la valeur au sein de l'entreprise. Éric Borrias, pour conclure, l'épargne salariale et le choix maintenant qu'ont les épargnants via leur épargne salariale pour investir dans l'ISR, c'est le signe quand même que ça y est, ça commence à entrer dans les mœurs et que les épargnants ont le choix en fonction de leur sensibilité pour investir. Oui, tout à fait. Comme le soulignait Jean-Pierre, c'est qu'à travers les critères ESG, en fait, les collaborateurs des entreprises sont sensibilisés à tous les jours à l'environnement, au social et à la gouvernance. Donc, automatiquement, c'est des sujets qui leur parlent. Et on le voit d'ailleurs justement dans les investissements des fonds ISR dans l'épargne salariale. Il y a eu une progression l'année dernière, je crois, autour de 10%, sur les fonds solidaires notamment. Donc je pense qu'il y a un bel avenir pour l'ISR, et puis ça permet justement d'aller vers des entreprises plus vertueuses, justement dans le cadre des avancées qu'on peut avoir. Quelque chose à rajouter, Jean-Pierre Grimaud? On a le même phénomène dans la loi Pacte, qui demande l'intégration de fonds labellisés ISR, labellisés solidaires, à la fois dans l'assurance vie et dans l'épargne retraite. Marianne Vincent, vous aviez très bien conclu tout à l'heure. Je ne pense pas que vous avez peut-être quelque chose à ajouter. Non, je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui a été dit. Donc, formidable. On va laisser la place aux questions. Philippe Douste-Blazy, je pense que voilà, on va devoir se. Mais, en même temps, je ne vois pas de questions sur mon écran. Alors je ne sais pas si c'est la timidité des gens qui nous écoutent qui veut ça. Philippe Douste-Blazy, vous allez sortir un livre bientôt. Ça va s'appeler, dites-moi, Maladie française. Bon, ça va être sur le Covid, bien entendu. Qu'est-ce que vous allez nous dire dans ce livre? Non, justement, un peu ce que nous avons dit tout à l'heure, c'est-à-dire que cette maladie qui est arrivée, qui était prévisible, n'était pas préparée, ni en termes, je dirais, de souveraineté européenne, de souveraineté nationale, mais également le fait que la médecine est... En fait, il y a deux parties dans la médecine. Il y a la partie curative individuelle. Je suis malade, je vais voir un médecin, il s'occupe de moi. Mais il y a toute la partie que l'on oublie trop souvent, qui est une partie préventive et communautaire, collective. Et donc la partie préventive, à part les pays du nord de l'Europe qui sont extrêmement développés sur ces secteurs, nous avons complètement oublié la médecine préventive et communautaire. Donc c'est une manière, ce livre aussi, de revenir sur ce sujet. Et puis enfin, une partie aussi quand même, on marche un peu sur la tête, c'est-à-dire que une maladie qui donne moins de 0,5% de mortalité fait arrêter 4 milliards de salariés dans le monde, alors que depuis que nous avons commencé la réunion, il y a 1 heure, un enfant est mort toutes les 2 minutes du paludisme dans des souffrances épouvantables. Et un suppositoire pour empêcher sa mort, c'est 0,70 €.
Voilà. Donc là, quand même, il y a un sujet. Les télévisions à information continue, 24 heures sur 24, parlent du coronavirus depuis 6 mois. Parce que ça touche le monde occidental. Et là, il n'y a pas une phrase, une ligne. Donc, je dis pas que je suis du bon côté et ces affreux journalistes du mauvais, c'est pas ça. C'est qu'on est dans un système, si vous voulez. Et puis, je termine en disant qu'aujourd'hui, si un médicament est découvert aujourd'hui à Londres, à Paris ou à New York, il va sauver des milliers, voire des millions de gens. Les fameux vaccins, il y en aura peut-être plusieurs. Mais il va falloir attendre 10 ou 15 ans qu'il tombe dans le domaine public pour que les femmes et les hommes d'Addis Abeba, de Bamako ou de New Delhi puissent l'avoir. Et ça, c'est quelque chose d'absolument invraisemblable qu'aujourd'hui, en 2020, on puisse encore attendre 15 ans alors que le médicament existe pour sauver cette personne qui n'a pas demandé à en être là, mais qui est quand même un être humain comme nous. Et donc c'est un sujet extrêmement important. C'est pas du tout dû aux laboratoires pharmaceutiques. Les laboratoires pharmaceutiques, ils font leur travail, mais c'est dû au système politique international qui accepte des injustices pareilles. Eh bien, merci à toutes et à tous d'avoir participé à cette plénière. Philippe Douste-Blazy, on peut les applaudir. Marie-Anne Vincent, Jean-Pierre Grimaud, Pascal Bossan, vous avez un livre aussi. Vous pouvez nous rappeler son titre ? Oui, Petit manuel pour l'entreprise, comment agir pour le climat. Donc un livre dédié aux toutes petites entreprises, un manuel très pratique et dédié plus particulièrement à nous, conseillers indépendants qui sommes à la tête de toutes petites structures et pour lequel je donne mes droits d'auteur à 100% à la Fondation Good Planet. Eh bien, bravo pour ça. On peut vous applaudir d'autant plus. Et merci, Éric Borias. Merci à tous les 5 d'avoir été avec nous. Et puis, merci bien entendu à vous toutes et à vous tous de nous avoir suivis aujourd'hui. Très bon Patrimonia 2020 à toutes et à tous. Au revoir.